Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de la finale du G1 Climax 29. Pour info, le show a eu lieu il y a une semaine, donc le lundi 12 août, mais avec NXT TakeOver Toronto plus SummerSlam, c'était compliqué de faire une review plus tôt. Du coup, on va la faire aujourd'hui. Je tenais tout de même à faire une vidéo sur la finale du G1 Climax, parce qu'en fait, mon but est d'essayer de faire 1 à 2 vidéos New Japan par mois, afin de vous présenter un petit peu les personnages actuels et les storylines en cours. Comme ça, j'espère que petit à petit, vous commencerez à mieux connaître la fédération et que naturellement vous serez plus intéressé par la New Japan. Aujourd'hui par exemple je vais rapidement revenir sur la 19e journée du G1 Climax qui était donc la finale, mais je vais surtout m'intéresser aux 3 derniers matchs du show parce que ce sont lors de ces matchs qu'il y a vraiment eu du développement au niveau des storylines en cours. Et donc d'abord pour rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le G1 Climax, vous pouvez regarder les dernières vidéos que j'ai sorties sur la New Japan où j'explique le déroulement du tournoi. Allez c'est parti, on passe aux résultats. Le show a commencé avec un match par équipe avec 2 Young Boys qui viennent du dojo japonais de la New Japan contre 2 Young Boys qui viennent du dojo de Los Angeles. Car comme je vous l'avais expliqué, maintenant la New Japan a un dojo à Los Angeles où il y a quelques catcheurs qui sont entraînés par Katsuyori Shibata. Et d'ailleurs depuis quelques mois la New Japan fait des petits reportages sur ce dojo qu'elle met sur sa chaîne YouTube. Du coup vous pouvez un petit peu découvrir ces catcheurs qui s'entraînent au dojo de Los Angeles. Et ces dernières semaines lors du G1 on avait 2 catcheurs du dojo américain qui ont pris part à la majorité des shows. Il s'agit de Clark Connors et de Carl Fredericks. Et honnêtement les 2 catcheurs sont super impressionnants, on peut clairement voir qu'ils sont très bien entraînés par Shibata et on peut être optimiste par rapport à leur futur et au futur du dojo américain de la New Japan s'il arrive à tout le temps nous sortir des élèves comme ça. Et donc Connors et Fredericks affrontaient 2 Young Boys japonais, Ren Narita et Yota Tsuji. Donc comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les Young Boys n'ont pas le droit d'effectuer beaucoup de prises, ils ont un arsenal assez restreint et ils n'ont pas de gimmick ni de personnage. Et le but de ce match c'était un petit peu de voir quel dojo était le plus fort actuellement, et au final ce sont Connors et Fredericks qui ont remporté le match, donc 1 point pour le dojo américain et pour Katsuyori Shibata. Il faut d'ailleurs savoir que ces dernières semaines, juste avant le début du G1, Kenta était allé s'entraîner chez Shibata au dojo américain, car Kenta et Shibata sont très proches. Ils luttaient notamment ensemble vers 2005 à la Noah, une autre fédération japonaise. Et d'ailleurs c'est marrant car à l'époque leur équipe s'appelait les Takeover. Ensuite on a eu quelques matchs par équipe comme souvent à la New Japan. Donc d'abord le second match c'était Jushin Liger, Jeff Cobb et Tiger Mask contre Taichi, Lance Archer et Yoshinobu Kanemaru. Donc pour info les 3 derniers catcheurs sont les méchants et ils font partie du clan Suzuki-gun. Et au final c'est Jeff Cobb qui a donné la victoire à son équipe grâce à son Tour of the Islands sur Kanemaru. Ensuite le 3e match de la soirée c'était un match entre des membres de Chaos contre le Bullet Club. Donc d'un côté on avait Will Ospreay et Sho et Yo contre 3 membres du Bullet Club, donc Taiji Ishimori, Chase Owens et Yujihiro Takahashi. Et donc pour info, parmi ces catcheurs, ce sont les membres du Bullet Club qui sont actuellement les heels ou les méchants. Et du coup on peut voir que c'est une soirée qui ne réussit pas aux méchants justement, car Will Ospreay a réussi à remporter le match pour son équipe avec son Stormbreaker sur Takahashi. Et petite précision, après ce match, on apprend que Tama Tonga a tweeté qu'il vient de recruter un nouveau membre pour le Bullet Club et que c'est un membre très important, très imposant. Les commentateurs précisent qu'il s'agit sûrement d'un junior heavyweight, donc d'un poids léger. Puis le 4e match de la soirée, c'était un match par équipe entre Juice Robinson et Enare contre Jon Moxley et Shota Umino. Et comme je vous l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes, lors de son premier match à la New Japan, Jon Moxley a battu Juice Robinson et il lui a donc pris sa ceinture de champion des États-Unis. Mais lors du G1 Climax, les 2 catcheurs étaient dans le même bloc, donc ils ont eu un match retour, et lors du match retour, Juice Robinson a battu Jon Moxley. Donc logiquement, lors des prochaines semaines ou lors des prochains mois, on aura un 3e match, on aura la belle entre les 2 catcheurs, pour enfin savoir qui est le meilleur entre les deux. Et vous voyez par exemple au niveau de la construction des matchs, ces matchs par équipe sont intéressants, car en fait on donne des partenaires à Juice Robinson et à Jon Moxley pour qu'ils ne subissent pas de défaite durant le show, mais qu'ils puissent tout de même être présents sur la carte. Donc là par exemple durant ce match, à la fin du match, c'est Toa Henare qui a remporté le match pour son équipe en effectuant le tombé sur Shota Umino. Mais du coup on a tout de même pu voir Juice Robinson et Jon Moxley durant la soirée, et on a tout de même pu les voir se battre ensemble, donc ça a permis d'avancer la rivalité entre les 2 catcheurs, mais au final aucun des 2 n'a réellement perdu car le tombé a été effectué sur leur partenaire. Et donc c'est la fin du match, donc normalement les catcheurs doivent retourner en coulisses
coulisses, mais là en fait Jon Moxley retourne dans le ring, il confronte Juice Robinson et il soulève sa ceinture de champion des États-Unis. Puis alors qu'on pensait qu'il allait retourner en coulisses, il frappe Robinson avec la ceinture. Et à ce moment-là, Moxley sort du ring et il va chercher une table qu'il positionne aux abords du ring. Et donc Moxley a terminé le segment en portant un Urinage à Juice Robinson. Donc voilà, la rivalité entre les deux catcheurs est vraiment intense et j'ai vraiment hâte de voir le troisième match solo entre ces deux catcheurs. D'ailleurs, pour info, on a pu apprendre cette semaine qu'apparemment le contrat actuel de Jon Moxley avec la New Japan dure au moins jusqu'à Wrestle Kingdom, c'est-à-dire jusqu'au 4 et 5 janvier 2020. Puis le cinquième match de la soirée, c'était un match 5 contre 5. Donc d'un côté, on avait Toru Yano, Hiroki Goto, Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma et Togi Makabe. Et de l'autre côté, en fait, on avait LIJ, Los Ingobernables de Japón, le clan le plus cool de la New Japan. Honnêtement, moi je suis un grand fan du Bullet Club à la base, mais ça fait quelques temps maintenant que je suis totalement à fond derrière LIJ, parce qu'ils sont simplement trop cool en fait. Donc pour rappel, au niveau des membres de LIJ, on a Bushi, Evil, Sanada, Shingo Takagi et le leader Tetsuya Naito. On a également Hiromu Takahashi qui est blessé maintenant depuis plus d'1 an suite à une blessure à la nuque. Mais apparemment pour info, Hiromu Takahashi va mieux et il serait même quasiment totalement guéri. Du coup la New Japan attend le bon moment pour pouvoir le ramener. Et ce qui est intéressant ces dernières semaines en fait avec LIJ, c'est qu'on a plusieurs lutteurs qui sont poids lourds et qui pourraient prétendre au championnat du monde, ou en tout cas qui visent le championnat du monde. Déjà on a Naito, donc Tetsuya Naito, un des favoris de la foule qui vise clairement le titre de Okada. À côté de ça on a Evil qui depuis 2 ans environ cherche à devenir un gros main eventer du côté de la New Japan. Puis on a Sanada qui est un des chouchous du public actuellement et qui est clairement l'un des futurs gros main eventers de la fédération selon moi, parce qu'il a tout en fait. Il a la gueule, il a le physique, il a cette espèce de charisme silencieux en fait. Il n'a pas besoin de faire grand chose pour faire réagir la foule. À côté de ça, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est l'un des élèves de Keiji Muto. Puis maintenant en plus on a Shingo Takagi qui depuis ce G1 Climax a annoncé que maintenant il fait définitivement partie de la catégorie poids lourd de la New Japan. Donc il abandonne la division poids léger. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 lutteurs poids lourds qui peuvent viser le championnat du monde. Et donc ça, habituellement dans un clan, ça crée rapidement des dissensions. Donc le but ce soir, c'était de voir si tout se passait bien au sein de LIJ. Et honnêtement, durant le match, il n'y a eu aucun souci entre les membres de LIJ. Et au final, c'est Sanada qui a remporté le match pour son équipe avec un moonsault. Et ce qui était intéressant en fait, c'était de voir ce qui allait se passer après le match. Car habituellement en fait, les membres de LIJ ont un check où ils mettent tous les 5 leurs poings en l'air ensemble. Et habituellement en fait c'est le leader qui lance le mouvement, donc c'est Tetsuya Naito. Mais de temps en temps ça peut être d'autres catcheurs. Et en fait là ce qui était intéressant c'était de voir s'ils allaient faire le check après le match. Et donc premièrement ils l'ont fait, mais deuxièmement ce qui était intéressant c'est que la première personne qui a mis son point, ce n'était pas le leader Tetsuya Naito, mais c'était Sanada qui a lancé le check. Et derrière Naito a tout de suite suivi. Et au final les 5 membres ont réuni leurs points. Donc actuellement tout va bien au sein de LIJ. Et je vous avoue que j'espère qu'ils ne vont pas séparer le clan actuellement, car pour moi en fait actuellement le clan est parfait, et avec le retour de Takahashi ça ne pourrait être que mieux. Parce qu'à côté de ça je vous avoue que je trouve que le Bullet Club tourne en rond un petit peu en ce moment, et que malgré tout, même si j'adore Jay White, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs son t-shirt est juste ici, j'adore Jay White, mais c'est pas vraiment un leader de clan. Et d'ailleurs lui-même avait déclaré dans des interviews qu'il ne se sentait pas forcément comme quelqu'un qui avait besoin d'un clan autour de lui. Donc depuis que Jay White a repris le Bullet Club, malheureusement le club ne vaut plus grand chose actuellement à la New Japan. C'est pour ça que la plupart des gens sont actuellement derrière LIJ. Justement en parlant du Bullet Club, on passe au 6ème match. Donc on a droit à un match avec Kenta, Tomohiro Ishii et Yoshihashi contre 3 membres du Bullet Club, donc Tama Tonga, Tonga Loa et Bad Luck Fale. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Tama Tonga et Bad Luck Fale font partie des membres fondateurs du Bullet Club avec Finn Balor et Karl Anderson. Et l'une des raisons principales pour laquelle j'effectue cette review aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce match et de ce qui s'est passé à la fin de ce match. Donc au début le match se passait normalement, mais à un moment Tomohiro Ishii allait vers son coin pour effectuer le tag vers Kenta. Et là, d'un coup, en fait, Kenta est descendu des abords du ring et il a refusé d'effectuer le tag avec son partenaire. Et là, vraiment, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc Kenta s'est retrouvé à bord du ring et il regardait le match. Donc on s'est retrouvé avec un 3 contre 2, avec les 3 membres du Bullet Club contre Ishii et Yoshihashi. Et à un moment, Ishii a commencé à prendre le dessus. Du coup, Kenta est rentré dans le ring et il a porté un coup de genou à Ishii. Et là, Tama Tonga a joué le gars qui était un petit peu étonné. Et donc il est allé sur Tomohiro Ishii et il a porté le tombé. Donc vainqueur, les membres du Bullet Club. Et là, d'un coup,
on voit Kenta qui commence à faire le signe du Too Sweet et à faire le Too Sweet avec les autres membres du Bullet Club. Donc Kenta, anciennement connu sous le nom de Hideo Itami à NXT, rejoint le Bullet Club. Et du coup justement on peut voir tous ces membres du Bullet Club qui commencent à attaquer Tomohiro Ishii et Yoshihashi, puis on voit les Young Boys qui sont autour du ring, qui essayent également d'intervenir mais ils commencent à se faire frapper. Et il y avait notamment les Young Boys américains, donc les catcheurs qui s'entraînent au dojo américain, et justement ces catcheurs connaissent bien Kenta, ils ont passé la plupart du G1 Climax avec Kenta, qui est donc proche de leur entraîneur Katsuyori Shibata, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Et là on a pu voir Kenta qui a commencé à frapper tous ces Young Boys qui n'en avaient plus rien à faire. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable pour tous les fans de catch et tous les fans de la New Japan, car à ce moment-là d'un coup on a pu voir quelqu'un qui a commencé à courir sur la rampe, et en fait il s'agissait de Katsuyori Shibata qui débarque sur le ring et qui commence à se battre avec Kenta et qui commence à frapper Kenta. Et en fait c'était tout simplement incroyable, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Katsuyori Shibata est malheureusement à la retraite définitive. Pour vous expliquer très rapidement en quelques mots à quel point Katsuyori Shibata est un catcheur important, comme je vous l'avais expliqué en fait durant l'histoire de la New Japan, il y a plusieurs catcheurs qui ont représenté la fédération, notamment bien entendu au départ Antonio Inoki, ensuite on avait notamment Riki Choshu ou encore Tatsumi Fujinami, puis on a eu les 3 mousquetaires de la fédération dans les années 90, donc il s'agissait de Keiji Muto, Masahiro Shono et Shinya Hashimoto. Ces 3 catcheurs ont porté la fédération durant les années 90, puis au début des années 2000 on a eu les 3 nouveaux mousquetaires, et donc il s'agissait justement de Tanahashi, Shinsuke Nakamura et Katsuyori Shibata. Tanahashi a clairement porté la New Japan et il l'a même totalement relancé. Par contre, Shinsuke Nakamura a lui quitté la fédération pour aller à la WWE, et Katsuyori Shibata, qui était vraiment le héros du peuple, a malheureusement dû prendre sa retraite en 2017 suite à des blessures au cerveau. En fait, Katsuyori Shibata était un habitué des coups de tête et des coups de boule. Il en mettait souvent à ses adversaires, mais de réels coups de boule. C'est ça le problème, c'est qu'il n'en mettait pas des faux. Et le 9 avril 2017, lors du show Sakura Genesis, il avait un match contre Okada pour le championnat poids lourd. Et donc il a perdu le match, mais ensuite quand il est arrivé dans les vestiaires, il s'est tout simplement effondré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a subi des commotions cérébrales qui ont mené à un hématome sous-dural. Donc je saurais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais apparemment en fait c'est une hémorragie interne au niveau du cerveau suite à une commotion cérébrale, donc suite à un gros choc. Donc le plus horrible dans tout ça en fait, c'est que Katsuyori Shibata s'est fait ça lui-même tout seul à cause de ses coups de boule à répétition qu'il effectuait au cours de sa carrière. Du coup malheureusement depuis, Shibata ne peut plus lutter et donc il est à la retraite, et comme je vous l'ai dit, il est entraîneur maintenant aux États-Unis au dojo de la New Japan à Los Angeles. Mais à côté de ça, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon ami de Kenta. En plus il venait d'entraîner Kenta cette année quand il avait quitté la WWE, donc là pour lui c'était une réelle trahison que de voir Kenta rejoindre le Bullet Club. Du coup Shibata a explosé, il a débarqué sur le ring et on a pu le voir porter des coups de pied, des coups d'avant-bras à Kenta et même lui mettre son fameux dropkick dans le coin de ring. Et honnêtement j'ai popé comme un malade devant l'écran, parce que pour moi, comme pour la plupart des fans de la New Japan, c'est un rêve que de revoir Katsuyori Shibata dans les rings. Et donc là je suis devenu fou en fait quand je l'ai vu, et tout de suite je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça va nous mener à une rivalité Kenta contre Shibata? Mais donc déjà sachez qu'on a eu le droit à cet affrontement dans les rings, mais très rapidement en fait les autres membres du Bullet Club sont intervenus pour se débarrasser de Shibata. Et donc au final ils ont attaqué Shibata, ils se sont acharnés sur lui, ils lui ont même mis des coups de kendo stick, etc. Et là en fait Kenta s'est mis dans la pose de Shibata, donc c'est-à-dire en tailleur, il croise les jambes, il s'est mis dans cette pose sur le torse de Shibata, et pendant ce temps il faisait le signe du Too Sweet à ses nouveaux coéquipiers. Et honnêtement il a eu le droit à vraiment de la très bonne heel hit comme on dit. La foule était totalement contre lui, et justement c'est tellement bien joué en fait, parce que Kenta n'a pas particulièrement été accepté par le public de la New Japan depuis qu'il a débuté dans la fédération, car à la base c'est un catcheur de la Pro Wrestling Noah, donc une fédération concurrente, et ces dernières années il avait disparu du côté de NXT, donc il n'a pas particulièrement été super bien accueilli par le public de la New Japan. Du coup je trouve que c'est vraiment un bon heel turn, et selon moi en fait ça va vraiment permettre de relancer le Bullet Club qui stagnait ces derniers temps. Donc vraiment un de mes catcheurs préférés qui rejoint un de mes clans préférés, ça fait super plaisir. Ensuite très rapidement le 7ème match de la soirée, c'était Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi, donc une équipe de rêve
contre Minoru Suzuki et Zack Sabre Jr. J'ai envie de dire une autre Dream Team. Et pour info, en fait, Suzuki était très énervé ces dernières semaines parce qu'il n'a pas été invité à faire partie du G1 Climax, alors que Suzuki est une légende. D'ailleurs, pour ceux qui regardent mes différentes FAQ que j'ai déjà effectuées sur la chaîne, vous savez que Minoru Suzuki est mon catcheur préféré à la New Japan. Ce serait trop long de vous expliquer pourquoi, il faudrait que je fasse toute une vidéo consacrée à Minoru Suzuki, mais en fait, pour vous expliquer très rapidement, il faut savoir qu'au début des années 90, Suzuki a lancé une fédération de MMA au Japon qui s'appelait la Pancrase, avec Masakatsu Funaki. Et ces deux catcheurs sont devenus des légendes du MMA et du catch grâce à la Pancrase, qui était l'une des premières grandes fédérations de MMA au monde. Et donc pour info, moi en fait je suis un grand fan de MMA également. Du coup à une époque je m'étais lancé dans des recherches sur les débuts de l'UFC et les débuts du MMA auprès du grand public. Et donc j'avais découvert la Pancrase et c'est à ce moment-là que j'étais devenu ultra fan de Minoru Suzuki. Le problème c'est qu'en fait la plupart des fans actuels en 2019 ne connaissent pas la carrière de Suzuki des années 90. Mais croyez-moi, ce gars est tout simplement un monstre. C'est l'un des catcheurs les plus dangereux de la fédération. Donc voilà, Suzuki, normalement, il faut pas l'énerver. Et là, justement, il veut se venger de cet affront, en fait, de ne pas avoir été dans le G1 Climax. Du coup, il était à fond durant ce match. Et grosse surprise, à la fin du match, il a réussi à effectuer le tombé sur le champion Okada après avoir porté son Gotch Style Piledriver. Donc il faut savoir que c'est très rare de voir le champion en titre se faire river les épaules dans des matchs par équipe habituellement. Et quand ça arrive, ça donne une chance au titre pour la personne qui a justement rivé les épaules du champion. Donc après le match, Suzuki a pris le micro et il a dit qu'il veut la ceinture de Okada. Et il a dit à Okada de tout simplement lui donner la ceinture. Suzuki a terminé en disant qu'on ne joue pas à cache-cache, Okada ne peut pas se cacher ou s'échapper et il lui prendra son titre car il est le King of Pro Wrestling. Donc voilà, c'est logique d'avoir Suzuki qui se retrouve avec un match face à Okada parce que sinon en fait ça aurait servi à rien de l'enlever du G1 Climax ces dernières semaines. Et donc justement il va avoir le droit à un match contre Okada pour le titre le 31 août lors du show Royal Quest. C'est le prochain gros show de la New Japan et il aura lieu en Angleterre le 31 août, donc le même jour que All Out. Et donc on passe au main event de la soirée, la finale du G1 Climax entre les vainqueurs des blocs A et bloc B, donc Jay White contre Kota Ibushi. Pour rappel, Ibushi était déjà en finale l'année dernière, mais il avait perdu contre Tanahashi. Et il faut savoir que Jay White a débarqué avec tous les membres du Bullet Club, mais dès le début du match, l'arbitre a demandé à tous les membres du Bullet Club de retourner en coulisses, sauf Gedo qui a réussi à convaincre l'arbitre d'avoir le droit de rester au bord du ring. Et donc forcément, Gedo a essayé d'intervenir plusieurs fois durant le match pour aider Jay White. Donc honnêtement, comme d'habitude, c'est un match sensationnel où il se passe trop de choses en fait, donc c'est impossible à décrire. Tout ce que j'ai à dire, c'est essayer de voir cette finale pour vous faire une idée en fait du talent actuel des catcheurs de la New Japan, en particulier Ibushi et Jay White. Et donc l'histoire, c'est un petit peu que comme Ibushi n'a pas réussi à gagner l'année dernière, c'était sa revanche cette année. Et donc au final, après un très grand match, Ibushi a porté 2 Kamigoye, donc c'est son finish, un coup de genou pour la victoire. Donc vainqueur Kota Ibushi qui remporte le G1 Climax 29. Et donc pour info, le vainqueur du G1 Climax a le droit d'affronter le championnat du monde quelques mois plus tard lors du plus gros show annuel de la New Japan, Wrestle Kingdom, le 4 janvier. Donc Wrestle Kingdom en fait c'est le WrestleMania de la New Japan. Chaque année c'est le 4 janvier. Et donc le 4 janvier prochain en 2020, on aura le droit à un match entre Kota Ibushi et Kazuchika Okada pour le championnat New Japan. Si Kazuchika Okada est toujours champion d'ici là, et si Kota Ibushi conserve son contrat pour le match. Car en fait c'est un petit peu comme le Money in the Bank. Ibushi va sûrement devoir défendre son contrat pour son match face à Okada contre les personnes qui l'ont battu lors du G1 Climax, c'est-à-dire Evil et Kenta. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, donc Okada va avoir un match contre Minoru Suzuki à la fin du mois, et à côté de ça il devra également avoir un match contre Sanada avant Wrestle Kingdom, car Sanada l'a battu lors du G1 Climax, donc il a mérité une chance pour le titre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait les prochains mois sont déjà écrit, que ce soit pour Ibushi ou pour Okada, et du coup il y a plein de schémas possibles jusqu'à Wrestle Kingdom, jusqu'au 4 janvier. Et la dernière petite info importante, c'est que l'année prochaine Wrestle Kingdom aura lieu sur 2 jours, et Ibushi a lancé une idée folle, il souhaiterait affronter le champion du monde le 4 janvier, puis le champion intercontinental le 5 janvier pour essayer de conclure Wrestle Kingdom en tant que double champion de la New Japan. Donc voilà, c'est tout pour ma review de la finale du G1 Climax édition 29. J'ai essayé de vous donner plein de petites infos par rapport aux rivalités actuelles et à l'histoire de la New Japan, et j'espère que ça vous aidera un petit peu à mieux comprendre la fédération. Donc maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du G1 Climax, et est-ce que vous êtes content de la victoire de Kota Ibushi et du heel turn de Kenta qui rejoint le Bullet Club. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!